Avant de commencer cet entretien, je voulais vous parler de Dieu sur Terre, le premier roman de Thomas Fersen, publié aux éditions de l'Iconoclaste qui sponsorise cet épisode. À mi-chemin entre l'autobiographie, la fiction et la forme musicale, Dieu sur Terre est un roman extrêmement drôle et réjouissant sur le regard que porte le héros sur son frère fictif. Entièrement écrit en octosyllabes, ce roman sonne comme une longue chanson. Et ça tombe bien, car Thomas Fersen est aussi un musicien et parolier français, présent dans le paysage sonore depuis bon nombre d'années. Au-delà de la forme singulière de ce texte, on apprend aussi à mieux découvrir cet artiste que je considère un peu à part aujourd'hui. Dans Dieu sur Terre, il prête à son héros certains de ses souvenirs d'enfance, son immeuble du 20e arrondissement parisien, ses premiers amours, ses premiers râteaux, son écriture et sa mythologie de poche. Ça se dévore comme un gâteau d'enfance, ça s'appelle Dieu sur Terre et c'est disponible en librairie aux éditions de l'Iconoclaste. Allez, à présent, place à l'entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, c'est avec le chanteur Team Dup que j'ai discuté à l'occasion de la sortie de son 4e album, Les Immortels. À la fois intime et plein d'amplitude dans ses sujets, cet album combine tout ce qui fait la force de Team Dup, porté par un véritable amour de l'écriture et incarné par des titres comme Amor, Le Club des 27 ou encore Pardon, j'ai menti. Et avec Team Dup, on a parlé ensemble de la manière dont il écrit, compose, pense ses chansons, de la pochette de l'album, réalisée par Diane Sagnier, que je vous invite à aller voir, ou encore de la manière dont il construit son identité d'artiste, au-delà même de la musique. Et sans oublier une petite mention à Vincent Delerme. Bonne écoute. Bonjour Team Dup. Salut. Nous voici chez moi pour parler déjà de ce qui est ton 4e album, le temps filoche les amis. Est-ce qu'il y a un stade où on sent que, on passe un cap, qu'on entre dans une ère différente dans sa carrière, un stade où peut-être tu te sens plus affirmé, ne serait-ce que dans le paysage musical, un stade où, encore une fois, tes thèmes aussi commenceraient peut-être à se resserrer, au contraire à s'élargir, bref, quel moment c'est, un 4e album pour toi? Bah écoute, j'ai en tout cas l'impression qu'il y a en effet un moment peut-être où on se sent à l'équilibre. Ce moment-là, typiquement. Ouais. Alors, qui n'est pas du tout de l'ordre de l'achevé, du fini, du tout connaître, Okay. parce que ça reste à chaque fois quand même, j'ai l'impression, une première fois, une magie, quelque chose d'aussi qu'on ne comprend pas tout le temps, mais il y a un truc d'équilibre où je me sens super bien artistiquement, dans l'espace-temps dans lequel je suis là. D'être à la fois en phase avec cet album, et puis des envies, des aspirations, des convictions artistiques, un moment où je me sens assez centré dans ce que j'ai envie de donner, de créer, et du coup aussi de sentir, tu vois, que tu as peut-être une vraie cohérence, une lisibilité, ou Par rapport à quoi? Par rapport peut-être à avoir abandonné pour de bon des postures aussi. Ouais, des parce trucs, que évidemment, des tu vois, potentiels t'arrives avec un réflexes. premier disque, à la fois tu as envie de te prouver des choses à toi, et puis en même temps, moi je fais partie d'un écosystème qui implique d'autres partenaires, donc eux aussi ont des attentes. Tout ça mêlé, en fait, on peut perdre en ingénuité au bout d'un moment. Et puis, enfin en ingénuité, en tout cas en naturel. Même si j'ai le sentiment quand même d'avoir été toujours très sincère dans ce que j'ai pu faire, là particulièrement, je crois que à la fois dans le fond et la forme de cet album, j'ai trouvé quelque chose de jusqu'au boutiste et puis de très très authentique, quoi. Est-ce que tu as l'impression aussi que ton public a appris à mieux te connaître aussi, avec cet album peut-être en l'occurrence? Oui, tu vois, il y a des thématiques un peu plus personnelles, plus intimes, plus confidentes. Donc je pense que je suis allé dans cette zone où le public en effet découvre d'autres choses, sur moi aussi en tant que personne. Même si j'ai jamais joué l'étoffe d'un personnage dans mes albums, je suis auteur-compositeur et donc ce que j'écris, ce que je raconte, c'est ma vie ou ce que j'observe, mes impressions. Mais sans doute que j'étais allé moins dans ce recul, de ce regard sur moi-même aussi. Et puis du coup, des
des thèmes plus personnels que parfois le deuil, l'écoute de soi, être allé en tout cas chercher plus profondément les trucs. Et peut-être qu'il fallait quand même un parcours avant, 3 disques et quelques années pour déjà moi aussi bien me situer. Parce que, tu vois, je pense que j'ai commencé à 19 ans, mon premier EP. C'est quand même un t'avais âge. un petit temps, donc mine de rien. Ouais, et mine de rien, c'est un âge aussi par définition où t'es pétri de contradictions, quoi. Entre construction et déconstruction, une sortie d'adolescence, un entrée dans l'âge adulte. Tu t'affirmes par toi-même petit à petit. Mais bref, voilà, je pense qu'il y a eu besoin de tout cet amont pour arriver à une espèce de sérénité sur ce disque. Et aujourd'hui, est-ce que tu as fini par comprendre de quoi se nourrit ta musique ? Est-ce que tu as fini par comprendre ton matériau ? Parce qu'il y en a plein, je sais pas, c'est la rage, la vie quotidienne, bien sûr aussi. Des gens, je sais pas, je pense instinctivement à Vincent Delerme. Ouais, bien sûr. Enfin, tu vois, tu as fini, toi, par comprendre ce qui t'intéressait, ce qui te portait finalement. Ouais, quand même. Je crois maintenant saisir un peu ce qui fait que j'éponge. Il y a... en fait, c'est juste du vécu. C'est-à-dire se mettre en mouvement pour vivre des choses, pour les exprimer parce qu'elles me traversent. Et j'ai l'impression que tout ce que je vis, pas de façon instantanée, pas nécessairement, et d'ailleurs, il y a des chansons qui naissent comme ça de façon très urgente, en ayant juste vécu la chose. Généralement, il y a aussi besoin un peu d'infuser avant. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai la sensation que tout ce que je traverse, potentiellement, est source de création. Après, ça ne veut pas dire que c'est intéressant. Donc ensuite, on fait un tri aussi. Mais quand même, il y a ce truc de quotidien et juste le fait d'être traversé par des choses, de s'inspirer de bouquins, d'expos, de cinéma, de musique, de voyager, de rencontrer des gens, d'être aussi dans une vraie banalité. Je crois qu'aussi, c'est cette petite chose, cette espèce de normalité qui, de prime abord, n'est pas forcément la plus spectaculaire et du coup la plus séduisante pour exprimer des choses. En fait, ces petites choses-là, on parlait de Vincent Delerme, justement, le quotidien, moi, va vachement aussi me bouleverser et me donner envie de raconter des histoires. Ouais. Et je crois que les lieux ont une vraie importance dans ce que tu écris. Est-ce que tu écris dans des lieux différents ? Ce qui est une manière un peu détournée de te demander, est-ce que tu as des habitudes d'écriture, des lieux fixes où tu écris ? J'ai pas vraiment de lieu fixe, si ce n'est des supports fixes. Après, à savoir que j'en ai 2 principalement pour écrire des chansons. C'est des carnets et des notes de téléphone. Ça se tient. Et ça se tient. Et ce qui est l'avantage de ce genre de médium, de support d'écriture, c'est que tu peux être absolument partout. Et c'est très transportable, c'est très... donc en fait, j'écris à peu près n'importe où. Et après, c'est des phases aussi. T'as des phases où c'est pas un travail pour toi, par exemple, d'écrire des chansons, de composer aussi, bien sûr, mais c'est pas des moments que tu te fixes. C'est des impulsions, des moments, des périodes. Ouais, exactement. On parlait en off juste avant de la partie romanesque, etc. Là, c'est un labeur du quotidien, qui demande une rigueur, une structure, un travail pour le coup régulier, des heures aussi de boulot. La musique, moi, les chansons, je trouve qu'elles naissent beaucoup par impression et donc elles naissent pas du tout dans un truc... subi de travail forcé, de me dire tiens, je me lève et puis de telle heure à telle heure j'écris, je dois sortir ça. Pas du tout, je suis pas dans ce rapport là et donc c'est ce qui donne aussi, j'ai l'impression, une écriture assez imagée et contemplative et avec j'ai l'impression d'avoir une écriture avec des odeurs, quoi, tu vois, avec un truc assez palpable de ce qui les entoure. Et en effet, tu parlais des lieux. Pour le coup, les lieux m'inspirent beaucoup. Mais pas dans un souci de travail. Plutôt d'ingurgiter l'endroit dans lequel t'es. Et alors moi, j'ai une question qui me taraude à titre un peu personnel, mais
comment, chez toi en l'occurrence, s'effectue la conception d'une mélodie en fonction de la gravité, la profondeur, la légèreté des paroles. Comment tu lis ces deux pans d'une chanson parce que la mélodie, c'est une sorte d'habillage, disons, ou pas, mais dans le schéma un peu classique, la mélodie habille ce qu'on dit. En tout cas, on est tenté de lier les deux. Et est-ce qu'il y a des instruments, par exemple, qui sont plus, je sais pas, légers, des rythmes plus profonds, je sais rien. Bah ouais, la musique a ce pouvoir-là, qu'a aussi l'écriture, de par sa complexité et sa précision, d'installer un certain type d'ambiance, d'émotion, mais la musique particulièrement, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'onde musicale, assez bêtement, mais il y a quand même un truc assez chimique, assez scientifique dans la musique, d'aller trouver des résonances, alors qui parfois sont de l'ordre de l'imaginaire, et parfois de l'ordre vraiment de la conscience physique de ce qu'est la musique. Donc par exemple, quand on est en train de mixer un disque, on a toute une compréhension des fréquences d'un spectre, avec des aigus, des basses, au milieu du médium et tout ce qui se balade entre les deux. Et typiquement, les aigus vont faire naître beaucoup plus la partie aérienne du cerveau, donc une subjectivité, quelque chose d'assez aérien, d'assez fantastique. Typiquement, des violons vont aller soit avoir quelque chose d'assez tendu, alors qu'un violoncelle dans le médium, lui, va rapprocher à des fréquences assez abdominales, du coup à un truc vraiment dans l'émotion pure. Les basses, les kicks, eux vont donner un truc terrestre, et du coup de mouvement, de danse. Donc c'est assez génial ça, en tant que musicien, de s'amuser de ce spectre-là. Et à l'intérieur, plutôt du coup peut-être sur ce que va insuffler comme atmosphère une harmonie ou une mélodie. En effet, souvent on essaye de la rattacher au texte. Moi, j'ai pas vraiment d'ordre. Parfois j'ai des textes, d'ailleurs souvent mes textes naissent à côté d'une musique. Et ensuite je me dis, tiens, finalement ces deux-là, ça match. Et après, évidemment, certaines mélodies peuvent participer à une écriture spécifique du texte, notamment sur Les Immortels, là, sur cet album, parce que j'ai travaillé la musique différemment, plus avec des motifs, une idée de ritournelle et de choses qui reviennent, comme quelque chose, je ne sais plus comment on appelle ça, cette figure de style, par exemple, en littérature, mais tu vois, ce truc qui revient, qu'on a parfois dans les grands discours, etc. Et là, c'est pareil, c'est un motif. Et ce motif-là, d'entêtement, peut amener un certain type aussi de texte. Je pense aux Immortels, justement, la chanson éponyme. Elle est née d'abord sur cette mélodie. Et puis ensuite, je me suis dit, mais en fait, la mélodie est tellement évidente qu'il faut que le texte ait absolument le même nombre de pieds pour tomber à chaque fois sur ce roulement. Et ce roulement, ce qui m'inspirait, c'était quelque chose de mélancolique, mais de très lumineux aussi, beaucoup de tendresse. Et ça, c'est la magie de la musique, quoi. C'est d'être performative dans l'émotion qu'elle donne. C'est pour ça qu'il y a des gammes, c'est pour ça qu'il y a du pentatonique, du majeur, du mineur, parfois un entre-deux, des septièmes, des sixièmes, tu vois, souvent qui vont ramener une espèce de coloration un peu complexe, un peu étrange d'entre les deux. Je sais pas si c'est très clair quand j'en parle, mais si, je crois. Mais en tout cas, la musique, c'est beaucoup de couleurs, et l'écriture aussi. Et c'est pour ça qu'à un moment, tu as une espèce d'un peu de palette de peintre face à toi, et tu te dis, tiens, voilà, quelle est mon harmonie, et ça naît aussi comme ça. Ouais, et au final, l'album naît aussi comme ça. Je sais que tu aimes bien le principe d'écouter un album en entier. Comment toi, précisément, tu as imaginé cet album dans l'agencement des pistes? Les pistes, en tout cas. Ouais, j'ai dit pistes, car j'ai certainement 67 ans. Je comprends, j'aime beaucoup l'idée de pistes. D'une face A, d'une face B, bon, ça c'est encore mais les vinyles reviennent à la mode. C'est vrai. Et au début, en fait, si tu veux, c'est rare d'avoir de partir d'un concept et de dérouler tout un disque d'un seul tenant. Généralement, tu as des chansons qui arrivent petit à petit, parce que tu es inspiré par des trucs, mais qui sont pas liés à une espèce d'histoire globale. Puis d'autres arrivent, puis là, petit à petit, tu dis, tiens, j'aimerais bien ça. Par exemple, moi, au début, c'est aussi lié à la pochette de l'album, j'avais envie d'une certaine mise à nu et d'un environnement un peu
un peu nordique, boisé, avec une Ok. composition de gens nus, mais plutôt dans les bois. Et parce que les premières chansons qui sont nées, pour moi, étaient un peu comme ça. Il y avait quelque chose de folk et en même temps, dans le thème, un truc de recul, d'être dans un rapport très, très brut à la nature. Donc il y avait Si je m'écoutais vraiment, Les Immortels, Pardon, j'ai menti. Et c'était des harmonies que je voyais plutôt... c'est marrant, je sais pas si je suis très synesthésiste, mais il y avait un C'est truc exactement ce que j'allais dire. plutôt dans les bleus. Et finalement, le 10 s'est vraiment ramené dans un truc assez, moi je trouve, assez orangé, d'entre chien et loup, justement, C'est de vrai. cette première lumière du matin assez chaude, assez ambre. Et parce que il y a des chansons, peut-être avec plus de souffle latin, méditerranéen, ensoleillé, qui sont nées après. Et finalement, je suis complètement parti des forêts norvégiennes et du côté folk pour aller, tu vois, dans un truc plus transversal. Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'est ça mon album. C'est Les Immortels, c'est à la fois l'intime et ce qui nous dépasse, l'universel. C'est à la fois une conscience climatique et donc quelque chose de sauvage, d'animal, de primaire qui se retrouve sur ses corps nus sur la pochette, et en même temps quelque chose de petit, d'humble et de tendre. Et ça, c'était plus les chansons, le Club des 27, ramené à quelque chose de l'ordre du deuil personnel. Et voilà, d'être un peu entre les deux. Et comme d'hab, je me rends compte que tous mes disques sont assez paradoxaux, en tout cas hybrides, quoi. Il y a toujours un truc de dualité, exactement. C'est juste à un moment, c'est ce que j'adore, c'est l'idée quand même qu'un disque, il représente une époque, et une époque, elle représente des humains, et donc elle est entre les deux, quoi. Entre ombre et lumière en permanence. Et je précise que la pochette a été faite par Diane Sagné. Puisqu'on en parle et que finalement ça fait déjà un quart d'heure, donc je vais un peu squeezer par exemple cette partie. Juste, qui sont ces gens sur la pochette Est-ce que ce sont des potes ou Alors, des inconnus? Il y a les deux. La pochette, elle a été tournée à Marseille, sur l'île du Frioul. Et on est parti à 6h du matin. Le soleil n'était pas levé. On a pris la première navette pour les îles en face, sur le Vieux-Port. Et on se retrouve là avec une vingtaine de personnes qui avaient été castées à Marseille, de façon un peu sauvage, parce que de toute façon, je pense qu'on avait déjà absolument pas le droit de faire des photos nues sur le Frioul. C'est spécial. Et voilà, il y avait tout un truc un peu sauvage, mais qui était, je dois dire, super excitant. Et en même temps, il y avait quelques potes, mais finalement, la plupart des gens, on ne se connaissait pas. Et donc c'était pas des fans. Non, c'était pas des fans. Ils connaissaient pas. Et c'est d'ailleurs ce qui était le plus simple, parce que ça aurait été un peu délicat d'être avec des gens qui ont un regard biaisé vis-à-vis de ça. Et là, on arrive tous sur l'île, et puis à un moment, la lumière commence à éclore, donc on se dévêtit. Et puis ensuite, voilà ce qui arrive, quoi. Diane enchaîne les photos, et c'était un mélange de plein de choses très belles, très étonnantes, avec beaucoup de pudeur, un rapport au corps absolument désexualisé, parce que on est nu, et généralement c'est dans ces moments-là que tout s'éteint aussi. Il n'y a pas de regard, il n'y a pas d'obscénité, c'était juste une espèce de poésie brute de gens à poil. Et je dois dire que ça a été une expérience fascinante, et dont je pense que tout le monde se rappellera, et en même temps qui était remplie aussi de crainte, quoi, de peur, parce que d'être à un endroit, finalement, c'est marrant, dans ces moments-là, on se dit, tiens, ceux qui ont le plus confiance en eux ne sont pas forcément ceux à qui on pense, et parce que aussi chacun, dans son corps, dans son rapport intime, a de toute façon des traces, des cicatrices et des choses qu'on assume moins. Et là, il y a absolument aucun mensonge, quoi. Être chanteur, c'est créer aussi une identité. On le sait, la pochette précisément l'incarne. T'accordes, toi, quelle place à tout ce qui entoure ta musique, les clips, les apparitions dans les médias, pourquoi pas, les collaborations, t'en fais. Je pense à L'Aventura avec Anaïs de Moustier, avec Gaël Faye dans le deuxième album. Dans celui-ci, il y a Essa Yasuke dans la chanson Le Fil.
Camille Etienne dans le clip des larmes du monde. Enfin bref, quelle place t'accordes à cette identité? C'est une place que j'ai déjà appris à accorder. Parce qu'au début, moi qui suis pas du tout... ma famille, quoi que ce soit, il n'y a pas du tout d'artistes dans la famille. Oui, toi, tu t'y intéressais très tôt, mais il n'y avait pas de... Non, j'avais pas de référents, quoi. Enfin, les référents, en tout cas, c'était pas des gens proches qui pratiquaient la musique. Mes parents n'en faisaient pas. Mes frères et sœurs, on fait un peu de piano à la maison parce qu'il y en avait un. Mais par contre, il y avait un vrai goût, une curiosité pour l'art, pour la musique globalement, mais toutes les autres formes d'expression artistique aussi. J'ai toujours perçu chez mon père aussi une frustration de ne pas avoir trouvé un médium d'expression. Donc je pense qu'inévitablement, il a essayé de transmettre ça à ses enfants pour qu'ils aient la possibilité, eux, en tout cas de tenter. Et pourquoi pas y trouver un endroit d'échapper, quoi. Tout ça pour dire... Tout ce qui entoure. Tout ce qui entoure. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu appris à un moment à en jouer ou à devoir jouer avec. Par exemple, je me souviens, Théo Hersante, la première chanson qui est sortie, le premier clip, je voulais pas qu'on me voie. Donc le clip, en fait, je suis constamment de dos. Je me disais, j'ai pas envie que la première fois qu'une chanson à moi va sortir, qu'on s'attache à un physique. Qu'on s'attache à une étiquette. Bon, après, inévitablement, ensuite, quand on devient médiatisé, ce visage-là, il reste. Moi, je l'ai perçu, on peut difficilement échapper. Je l'ai perçu sur quand même pas mal d'années. On a le visage qu'on a, on ne peut pas y faire grand-chose. Ça va, moi, c'était pas le pire truc à gérer, mais par exemple, je sais que tout ce truc de juvénilité, d'avoir l'air assez sage, assez lisse, garçon de bonne famille, mec blanc, etc. Bon, c'était pas du tout le pire truc à porter, évidemment, mais en même temps, c'est longtemps resté. Et donc souvent au détriment aussi de ce que tu mets dans tes albums. Donc ça, j'ai aussi appris à me méfier de ce qu'on pouvait renvoyer. Et donc, pour moi, les clips, l'image, ça a été une vraie source aussi d'émancipation et de poser des choses qui soient ma vision des choses. Et par exemple, avec Hugo Pillard, mon ami avec qui on a fait beaucoup de clips, avec Diane aussi, on a toujours réfléchi à ce qu'on voulait, dépeindre à l'image aussi, et trouver cette complexité-là, cette dualité. D'avoir des clips parfois sombres, mais avec toujours des portes un peu lumineuses, et vice-versa. En tout cas, de ne pas aussi être dans un lettre à lettre avec les chansons, mais d'aller plus loin. Après, ce truc médiatique, on apprend à vivre avec. Moi, j'ai pas encore, je pense, défini tout à fait mon rapport à ça. Il y a aussi un truc d'attente de ce qu'on a envie d'être comme artiste. T'as envie de t'inscrire dans une lignée, par exemple ? D'artistes, je sais pas, d'inspiration précisément. Non, je crois pas. J'ai pas de ce truc de filiation, d'appartenir à une famille en particulier. Il y a plein d'artistes qui me touchent et dans des arts hybrides et différents. Après, évidemment, ça fait toujours plaisir d'être référencé à côté de certains artistes plutôt que d'autres. Parce que on y trouve un écho dans le travail qu'on fait, etc. Est-ce qu'on les citerait pas ? Non, mais il y en a plein dans cette idée de chanson française à texte avec une certaine modernité. Il y en a pas mal aujourd'hui. On parlait de Vincent Delerme. Vincent, je trouve qu'il a cette force-là d'être à la fois à chaque projet artistique qu'il fait dans une sincérité qui est toujours très élégante, je trouve. C'est vrai. Il y a un truc d'épure et en même temps de curiosité. Dans tous ses albums, il s'est amusé quand même à aller arranger avec des gars du moment aussi. Et donc ça fait que je déteste le name dropping et tout, mais j'ai l'impression que à un moment, peut-être qu'on aurait pu mettre des chanteurs dans une espèce justement de famille commune, sans souci de singularité, genre Benabar, Vincent Delerme. Bon, il y en a un qui a évolué, je trouve, avec son temps, à une certaine modernité musicale et d'audace.
Il y a aussi ça, un truc de prise de Ouais, risque. c'est clair. Et un autre peut-être qui est plus resté dans ce qu'il savait faire et donc de moins vivre avec l'époque qui l'entraîne, quoi. Bon, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais quand même, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est aussi une histoire de prise de risque et de pas toujours rester dans ses zones de confort. Moi, ce qui est cool, c'est que je suis né dans une époque de la fusion, donc de quelque chose qui est comment dire, le fait d'avoir fait un premier disque et du coup bah forcément c'est ce qui reste au bout d'un moment, tu vois, en termes de première pierre, d'avoir fait un disque assez hybride traversé par plein d'influences, je me rends compte que maintenant je suis très libre. Ouais, qui t'a ouvert la voie, quoi. Exactement, et que en fait les gens qui m'écoutent sont jamais trop décontenancés quand je vais plutôt vers telle ou telle atmosphère. Dans cet album, il y a une place qui est, je trouve en tout cas assez importante, qui est faite à ta voix. On l'entend dans toute sa richesse. Quel rapport, toi, tu entretiens avec ta voix ? J'entretiens un rapport que j'aime bien. Ça va ? Ouais, j'aime bien ma voix. J'en suis pas complexé, et en même temps, je l'aime de plus en plus parce que je m'en amuse, je la découvre en tant qu'instrument vraiment. Et les tournées, parfois, sont des vrais moments aussi où tu vas plus loin, forcément, dans à peu près tout. Que ce soit la proposition musicale, que ce soit justement le chant. C'est des états aussi où tu te laisses plus aller. Et sur la dernière tournée, j'ai vachement compris aussi quelle voix j'avais. Et j'ai l'impression, c'est marrant, qu'elle gagne en amplitude à la fois dans le bas, à la fois dans l'aigu, petit à petit. Et ça m'éclate parce que je me rends compte que je peux faire plus de choses. Et forcément, bah, c'est assez génial. C'est comme quand on pratique quelque chose et puis qu'on sent que petit à petit, on trouve une certaine émancipation, quoi, dans ce truc-là. Et je on est pas mal, quoi. J'aime bien la route qu'elle prend, et en même temps, je sais que je m'en inquiète aussi. Assez souvent, je suis là, putain, faut que je chante bien, faut que je sois juste, faut que je fasse attention à pas choper froid. Donc, tu sais, il y a un truc un peu aussi névrosé un peu, avec la voix maintenant. T'as bien fait de prendre un thé, je crois. Alors, tu es en train d'écrire un roman, je crois. Qu'est-ce qui t'a attiré ? Le temps long du roman ou... La lenteur, la nuance, la liberté. C'est vrai. Voilà, je crois que c'est quand même les trois. C'est pas mal, trio gagnant finalement. Ouais. Bah ouais, qui se retrouve moins quand même dans l'idée d'une chanson, qui est aussi un médium plus industriel, entre guillemets. Qui est voué potentiellement à être viral, à être traité pour une pub ou je ne sais quoi. Oui, c'est ça. Et puis en plus, aujourd'hui, la façon dont on le transmet par les plateformes de streaming, etc., il y a quelque chose de l'ordre de la grande sphère, quoi. Enfin, c'est une espèce de truc assez total qui est disponible partout. Oui, qui est vachement plus accessible, un roman, il faut le lire. Exactement, c'est beaucoup plus accessible. Et donc là, il y a un truc, en effet, aussi à contre-courant d'un temps et d'une époque, moi, dans laquelle je me retrouve pas tout le temps, quoi, où j'adore retrouver cette langueur, cette patience, une idée aussi de travail quotidien qui est pas du même ordre, où on retrouve aussi des heures un peu plus conventionnel, et moi qui me plaise assez, justement, tu vois, d'avoir un peu évolué en tant que jeune musicien. À un moment, tu as besoin d'être structuré aussi dans une journée, et de pas être constamment dans des emplois du temps qui sont absolument pas les mêmes que la plupart des gens. Et là, ce que tu trouves dans une écriture comme ça, romanesque, littéraire, c'est aussi la possibilité d'avoir des journées de travail assez banales. Et en fait, j'adore ça. Moi, retrouver une espèce de rengaine quotidienne là-dedans. Et puis, oui, il y a un truc d'échappée, de conversion, de pensée, d'intimité qui est autrement plus vertigineuse que dans un disque, quoi. Ouais. Tu pourrais en parler aussi, du coup. Je m'interviewerai un de ces quatre, je pense. Du coup, prochaine date, il y a Bruxelles. Le 12 octobre 2023, 12 octobre quoi, et Paris, le 2 novembre au Trianon.
Et je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que tu as plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ? Alors, j'en ai plusieurs. Écoute. En fait, je suis à fond dedans. Après, c'est assez poncif. J'ai l'impression ça devient des lieux communs, mais l'Arabe du futur de Riyad Sattouf, je suis à fond dedans et du coup, j'ai envie d'en parler. C'est un coup de cœur. Et ouais, c'est un vrai coup de cœur. J'aime beaucoup. Il y a à la fois du profond, énormément d'humour. De la géopolitique aussi, de la compréhension sur plein de notions qui nous paraissent bien floues et en même temps qui sont à la mode, genre les trucs d'identité, de tout ça. Là, on est quand même dans le cœur de ça, d'un jeune écartelé entre deux cultures, deux parents, deux névroses, deux folies. Et puis, c'est très riche. Et je pense que c'est une saga qui me plaît bien. Sinon, peut-être plus... dans un truc plus militant, mais Le Monde sans fin, la BD de Jean Covici et de Blin, pareil, que je trouve très pertinente sur cette idée d'énergie abondante qui ne risque de plus l'être bientôt, et voilà, qui remet en perspective plein de trucs. Et après, j'ai vu... Là, il n'y a pas grand-chose en ce moment au ciné, mais il n'y a pas longtemps, je suis allé voir un film... je me souviens plus de la réalisatrice qui avait réalisé Three Billboards, Les panneaux de la colère. Et là, c'est un film avec... ces deux protagonistes qui étaient dans Bon baiser de Bruges aussi, un film qu'elle avait réalisé. Comment ils s'appellent, les deux Irlandais, là ? Alors, le réalisateur, c'est Martin McDonagh. Enfin, GH à la fin. Ah, c'est un homme ? C'est un homme. Ok. Et en fait, c'est son dernier film qui s'appelle, je crois, The Banshees of Inisherin, avec Colin Farrell. Voilà. Et puis son homologue qui, d'ailleurs, c'est marrant, il joue, je me suis fait la réflexion, Maugrey Folleuil dans Harry Potter. Bref, qu'on embrasse aussi, d'ailleurs. qu'on embrasse, Maugrey. Et un film étonnant qui se passe dans les années 20, années 30, sur une île irlandaise, et qui raconte assez bien la macération d'une vie ilaise entre à la fois les idiots, ceux qu'on perçoit comme les idiots du village, et cette espèce de monotonie quotidienne où ils ne font rien, à part promener les moutons, et ensuite se retrouver à 14h au pub à s'enfiler des Guinness jusqu'à la nuit tombée. Et il y a une espèce d'atmosphère extrêmement loufoque, et en fait les plus fous sont justement pas ceux qu'on croit. C'est une espèce d'histoire d'amitié entre deux hommes où à un moment il y en a un qui dit à l'autre qu'il ne supporte plus être avec lui au quotidien tellement il le trouve plat et absolument fade. Et en fait les deux sont fous, quoi. Les deux sont fous, et il y a une espèce de c'est vrai, de trucs qui macèrent sur une île irlandaise avec une photographie très belle et une vraie folie. Enfin bref, ça avait l'air, Banshees of Inisherin, ça avait l'air assez chelou, et en fait je m'y suis bien fait. Tu vois. Merci beaucoup. Merci à toi. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine avec Team Up, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute, et à la semaine prochaine.